Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, malgré la chaleur inhumaine dans le bureau, voilà, vous me pardonnerez, mais je vais sûrement briller. Je pense que je vais briller de ouf, c'est-à-dire transpirer, donc évidemment. Durant ce tournage, puisque j'ai essayé d'éteindre cette saloperie. Mais si je l'éteins, là ça fait vraiment pénombre, c'est un petit peu compliqué pour vous, je pense. On verra. Bref, on est parti. Bah, par contre, j'ai attaché les cheveux. Alors, je suis assez content d'avoir passé le cap où ils sont suffisamment longs pour que je puisse les attacher. Parce que le poids sur la nuque, là, c'était un petit peu de la torture. Qu'ai-je vu récemment? Alors récemment, gros coup de cœur, figurez-vous, et j'ai cru comprendre que sans être le seul, je suis clairement une minorité. Spider-Noir, que j'ai binge-watché comme un gros porc en une soirée. Production Sony Marvel, j'ai vu 8 épisodes de 45 minutes disponibles sur Amazon Prime avec Nicolas Cage, que j'adore, vous le savez. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous fais immédiatement le pitch. Ben Reilly est un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 30. Au fil d'une enquête complexe, il se retrouve confronté à son passé en tant qu'unique super-héros de la ville. Alors j'avais relevé que c'est une série centrée sur la version Marvel noire de Spider-Man, une version alternative donc du personnage des comics Marvel dans le style film noir. Et c'est la première série de l'univers Sony Spider-Man Universe. Alors, première partie, alors moi je connaissais pas du tout cette version de Spider-Man, je connais la version classique, Peter Parker, je connaissais pas celle-ci, j'étais totalement passé à côté, même au point de vue de l'esthétisme de ce Spider-Man. Je n'ai pas souvenir d'être tombé sur des illustrations ou des trucs comme ça, donc c'est surprise totale de l'univers, je veux dire. Une des particularités, oui, de cette série, c'est qu'elle est disponible en deux versions, une version monochrome, donc noir et blanc, et une version couleur. Il était quand même assez clair que la version préférée, c'est la version noir et blanc, donc moi, vous savez que j'adore les vieux films des années 30-40 en noir et blanc. Je trouve ça super beau. J'ai parlé il y a pas très longtemps du Godzilla Minus One en version monochrome qui était disponible, je sais pas s'il est toujours sur Netflix. Du coup, je me le suis revisionné et quelle baffe, quoi. C'est somptueux. Donc là, il était hors de question de lancer cette série en couleur. Une fois que je l'ai visionné, je tiens quand même à le dire, j'ai regardé un peu ce que ça donne en couleur et j'ai trouvé que c'était horrible. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé. Ah bon? Franchement, parce que c'est pas juste en couleur, c'est en couleur criarde, saturée, c'est évidemment voulu. Je trouve ça extrêmement laid et on perd complètement, de mon point de vue, toute la puissance vraiment du noir et blanc, la puissance au niveau de l'immersion, je veux dire. Moi, je vous recommanderais, mais très fortement, de regarder en noir et blanc, tel que c'est souhaitable, on va dire, en gros, quoi. Donc, j'ai énormément apprécié. J'ai trouvé d'abord la performance de Nicolas Cage époustouflante, je le dis sincèrement, d'autant qu'il est omniprésent durant les 8 épisodes. Il s'est investi de dingue. Et il a ce personnage, Reilly, il est à la fois attachant, pathétique et KO debout, enfin il y a désabusé, il y a tout un truc là-dessus, il y a beaucoup d'humour très noir. À travers ce rôle, je trouve qu'il livre une de ses meilleures performances depuis de longues années. En cela que, ça veut dire qu'il jouait mal dans les films qu'il a fait ces 10-15 dernières années. Vous savez qu'il y en a plusieurs que j'ai beaucoup aimé, mais c'est que là, le personnage est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, l'éventail est bien plus large. Quand je dis, voilà, il est touchant, mais de mille façons, j'ai adoré, c'est un régal quoi, de regarder ça. J'ai trouvé que tout le monde jouait bien, même si je vais pas vous spoiler bien évidemment, d'autant que ça vient de sortir, mais le pitch est vraiment resserré, c'est-à-dire qu'il révèle pas grand-chose, y compris de l'antagoniste, tout ça, enfin un méchant bien évidemment, des enjeux, il y a une espèce de course contre la montre que je trouvais génial, et un lien donc avec son propre passé, et un passé qui est comment dire, intrinsèquement lié à sa condition de super-héros. Alors sachant que ça fait un moment qu'il n'est plus, enfin il n'exerce plus, on va dire, en tant que super-héros, pour mille raisons, bref. Donc sans trop en dire, putain, et ça commence à couler. Ça va être trop sexy. Ah si, c'est sexy, les gens qui suent. Ah si, bah si. Bref, hilarant. Immense qualité de ce film, la façon dont il rend hommage, alors aussi bien dans la réal que dans la photo, que dans le jeu, les dialogues même, enfin tout, à tous les niveaux.
au cinéma des années 30-40, voilà, que moi j'affectionne beaucoup, donc en plus il y a beaucoup de références à beaucoup de films, mais moi j'en ai repéré pas mal, je trouve, mais j'en ai forcément raté aussi. Quelqu'un qui n'aurait pas, on va dire, cette culture-là, et qui va donc en voir aucune. De mon point de vue, ça ne cache absolument rien, dans la mesure où le scénar est très bon. J'ai vu des retours qui se plaignaient d'une sorte de ventre mou, et je suis d'accord. On a sur au moins 2 épisodes, je dirais, moi je dirais que c'est vers le 5 et le 6, un espèce de ralentissement, bon, où on attend un peu que ça reparte, mais c'est pas inintéressant, et les épisodes sont pas mauvais, c'est pas chiant vraiment pour autant, je trouve. Néanmoins, t'es content que ça reparte. Et alors, par contre, les 2 derniers, 7-8, du coup, c'est remarquable. Et même à l'écriture, je veux dire. T'es là, waouh, j'ai adoré la fin, pas une espèce de morale terrible, c'est super dur. Les dernières scènes, j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine de façon aussi amère. Putain. Et moi, tout ce qui est un peu ironie désabusée, même sarcasme et tout, enfin désespoir romantique, enfin bon, ça me parle énormément, j'adore quand c'est bien fait, bien sûr. J'avais un peu peur de la fin, et la fin m'a totalement conquis. Résultat, pour moi, c'est une très belle surprise du début à la fin, même si voilà, effectivement il y a un tout petit arrondissement, mais c'est pas grave. Et en plus, pour peu que tu sois sensible à l'ambiance, en fait au ton, quoi, comme moi je l'ai été, t'es bien dans cet univers-là, que tu retrouves plus du tout en couleur, hein, je précise, parce que donc moi il y a notamment quelques scènes, je vous spoile rien, mais que j'ai trouvé somptueuses à tous les niveaux, et je me suis dit, est-ce que ça passe pareil en couleur? Et j'ai trouvé que ça perdait tout. Alors c'est pas que tout d'un coup les répliques sont mauvaises, ou que les mecs jouent mal, ou que c'est mal filmé, mais putain, tu perds énormément, j'ai trouvé. Vraiment, à voir en noir et blanc, mais vraiment, de mon point de vue, peut-être en couleur après, par curiosité, pour ceux qui voudraient se la refaire une deuxième fois, mais donc grosse reco, et je l'avais pas vu venir du tout, parce que Marvel Spider Noir, enfin moi quand j'avais vu le truc, je suis pas allé enquêter, tu vois, mais je me suis dit, oh là là, que ça sent encore le truc moisi. Et ça me faisait chier pour Nicolas Cage, que j'adore. Et au final, ultra validé. Alors pas ultra validé, autre série événement de ces derniers jours, The Borough sur Netflix, produite par les 2 créateurs de Stranger Things. Hein. J'avais lu à droite à gauche que c'était leur série, et en fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est pas eux qui l'ont écrit, etc. Ils l'ont juste produite. Donc c'est une énorme différence. Après, je comprends que pour appâter le chaland, faut essayer de semer le trouble. Enfin, faut dire, moi, c'est la nouvelle série des mecs qui ont fait Stranger Things. Voilà. En réalité, pas vraiment. Alors, par contre, on comprend pourquoi ils ont eu envie de la produire. On est quand même avec donc Gina Davis et Alfred Molina, tous les deux incroyables, hein, je le dis quand même d'entrée de jeu, et je vous fais le pitch immédiatement. Dans une communauté de retraités apparemment idéale, un nouvel arrivant endeuillé fait une rencontre monstrueuse qui le pousse à rejoindre une bande de héros improbables. Ensemble, ils découvrent un très sombre secret. Ouais, c'est même plus que ça, une énorme menace. Enfin, pour moi, c'est dès l'affiche, t'es spoilé. Enfin, l'affiche, pas celle que moi j'ai choisie, hein, mais celle où il y a la main de la créature. Bon, voilà, il y a une créature démoniaque qui représente un gros danger sans entrer dans les détails. J'ai lu que Stephen King avait adoré, et en effet, ce n'est pas très surprenant puisque c'est ultra influencé Stephen King. Mais alors, sans aucune subtilité, tous les éléments sont là. Pour résumer, on dirait un cocktail entre ça de Stephen King, donc Dome et et alors Stranger Things de dingue. C'est-à-dire que moi je suis même étonné que les prods de Stranger Things ils aient kiffé ça sans quand même se dire les gars, vous êtes un peu foutus de notre gueule. Enfin, c'est vraiment ultra pompé sur Stranger Things au niveau de tous les codes. Pour moi, c'est juste Stranger Things, tout simplement. La créature à combattre, les copains qui s'unissent. Là, c'est vraiment c'est Stranger Things, mais à l'EHPAD, en fait, avec des vieux, quoi. Même l'humour, c'est le même que Stranger Things. En fait, ça a été vraiment écrit pour séduire les producteurs de Stranger Things. Moi, ça m'a rappelé aussi pas mal Cocoon. Il y a plein de références, mais elles sont, je tiens quand même à dire, pour moi, c'est parmi les points négatifs, pas subtil du tout. Du tout. Oh, voilà, c'est vraiment au profit d'une ambiance rétro-nostalgie, cool, vraiment cool au sens, pas doudou, mais enfin, c'est cocooning, quoi. Enfin, voilà, c'est confortable, quoi. Voilà, je sais pas comment dire. Pour
continuer sur les aspects qui m'ont déçu, parce que vraiment, globalement, je rejoins pas du tout ceux qui ont adoré, même si vous allez voir que la série a des qualités, et elles sont réelles. Donc un petit peu comme je viens de vous le dire, le scénario ultra convenu. Zéro surprise au niveau de l'intrigue. Personne me fera croire qu'il a été surpris d'un événement qui se produit dans cette série. Tout ce à quoi vous vous attendez quand vous lancez cette série va avoir lieu. Je vous le dis d'entrée de jeu, quoi. Donc, faut pas la regarder pour ça. Autre élément qui m'a un peu navré, les gros sabots et grosses ficelles, quoi, pour t'émouvoir. À chaque fois que ça cherche à t'émouvoir, c'est tellement pas subtil. Moi, du coup, ça m'a jamais ému. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est assumé, je veux dire. Je pense pas que tous mes reproches, en fait, je pense qu'ils sont totalement conscients des créateurs et que c'est assumé. Donc voilà, c'est une question de sensibilité également. Néanmoins, comme je viens de vous le dire, il y a de gros points positifs à cette série, car je l'ai regardée jusqu'au bout. C'est extrêmement bien emballé. J'exagère un tout petit peu parce que c'est pas que ça. Ça joue extrêmement bien. Les acteurs sont très bons. Voilà, ils sont touchants, aussi touchants qu'ils puissent l'être dans la mesure où leurs personnages sont vraiment caricaturaux, mais de dingue. Mais c'est pas désagréable, c'est ça en fait. Et c'est visuellement très réussi. Les décors, les paysages, rien à dire. C'est ultra plaisant. Enfin, moi j'ai adoré regarder tout ça. Ouais, au final, ça se visionne avec un plaisir mou. Je sais pas comment dire, n'y voyez aucune métaphore inappropriée, mais voilà, c'est sympatoche, quoi. T'as passé un bon moment, mais vraiment rien de plus. Un bon moment. Et moi, par contre, je l'aurais oublié, mais très vite. Tellement c'est rien de nouveau, que des clichés, aucun intérêt. Alors, la série n'a aucun intérêt. Que les choses soient claires. Les gens disaient déjà ça de Stranger Things. Artistiquement, aucun intérêt. C'est vraiment... compile best-of remixé, bon, des trucs qu'on a déjà vu en mieux en plus, bon, là c'est vraiment pareil. Le fait que Stephen King ils disent ouais c'est génial foncez, alors que réellement c'est un pillage de ses bouquins et de tous les codes un peu caricaturaux d'une grosse partie de l'œuvre de Stephen King. Bon, est-ce que c'est il a dit ça avec une forme d'ironie, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression, hein. Je pense qu'il a sincèrement adoré, genre limite il a pas vu à quel point c'était pompé sur ses propres œuvres, quoi. Bref, en tout cas, je vous le déconseille pas, mais c'est pas une reco, mais alors pas du tout. Néanmoins, c'est compliqué de dire ça, parce que des fois tu dis c'est pas une reco, et c'est parce que c'est de la merde. Là, c'est pas de la merde, hein, comme je le dis, c'est pas de la merde. Mais ça, c'est l'intérêt du truc, sa qualité créative, il y en a pas. Il y a aucune créativité dans cette série. Aucune. Ce n'est absolument pas le but recherché, de toute façon. Clairement. Je m'excuse, hein, je sens que je commence à briller. Ouais, si j'étais un sale type, hein, ce que je ne suis pas, j'allumerais ma tour, là, et il y a un ventilo ici. Mais je le fais pas parce que vous n'entendriez que ça. Je serais obligé de vous parler au loin, comme ça, avec... Voilà. Donc il va falloir tenir encore. Et la vidéo est loin d'être terminée. Mec qui se torture lui-même. Ouais mon gars, t'as pas fini d'en chier. Le réveil de la momie, réalisé par Lee Cronin, à qui nous devions le très bon, enfin moi j'ai beaucoup aimé, Evil Dead Rise, sachant que j'ai pas aimé Evil Dead, hein, le film original. Je lui reconnais ses qualités, hein. Commencez pas à me jeter des tomates à la gueule, mais c'est juste que j'ai jamais accroché, trop d'humour, enfin, moi j'aime avoir peur, vraiment peur, pas en mode bon. Mais après, voilà, c'est Sam Raimi, on apprend aussi à apprécier sa façon de faire. Mais c'est juste que voilà, c'est pas mon kiff. J'ai trouvé que Evil Dead Rise était beaucoup plus méchant, beaucoup plus vicelard. J'avais vraiment bien kiffé du coup. Les retours sont très très divisés hein, sur le réveil de la momie. Il y en a qui ont adoré et il y en a qui ont trouvé que c'était une honte. Et j'en ai vu pas mal des retours comme ça. Bon, je vous fais le pitch avant de vous parler de mon ressenti. Une jeune fille disparue dans le désert égyptien réapparaît mystérieusement 8 ans plus tard. Mais les retrouvailles tournent vite au cauchemar. Alors que son comportement devient de plus en plus inquiétant, la famille se lance dans une course contre la montre pour comprendre l'origine du mal. Ce qu'ils vont découvrir dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Qu'en dire de pertinent, surtout qu'en dire de pertinent? Eh bien, je ne sais pas. Alors, c'est un film qui se vend clairement hein, comme un truc, bon, effrayant, mais également drôle. Et l'objectif global, c'est distrayant. Voilà, vous allez être distrait. C'est typiquement le genre de film un peu horreur, aventure, fun, pour te faire consommer du popcorn. Voilà, le bac à popcorn, c'est obligatoire devant ce film-là, je pense. Alors,
Au tout début, j'ai bien aimé. Je précise que c'est ultra long. Je sais plus, ai-je noté non, j'ai pas noté la durée. Bravo, félicitations. Mais c'est plus de 2 heures. Et le ressenti, moi je trouvais que c'était long, hein, très très long. Enfin, je trouvais que c'était long dès lors que j'ai compris où ça allait. En fait, la première demi-heure, j'ai bien aimé. Donc avant, en fait, le drame. Parce que c'est très léger, il y a un côté Indiana Jones, mais vraiment archi fun. Il y a une ambiance, bon. Ensuite, ça essaye de te faire peur. Et de mon point de vue, vous savez ce que je pense des films qui essayent de faire peur, hein, ça dépend vraiment des sensibilités de chacun. Mais alors là, vraiment, moi, c'est même pas que j'ai pas eu peur, c'est que je trouve ça nul en fait, vraiment. Après, il y a énormément de punchlines humoristiques qui désamorcent donc, c'est-à-dire que quand bien même j'aurais eu peur à ces moments-là, en fait... ça casse le truc à toutes les 10 minutes avec des vannes, des répliques. C'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas possible de rester focalisé sur un truc en mode tension et appréhension et limite trouille, quoi. Mais si, on cherche à me faire marrer régulièrement. C'est pour ça que je dis que je pense que le but premier, c'est le divertissement. Et ceux qui ont aimé ce film, je pense, ont été divertis, en fait, tout simplement. Ils se sont vachement marrés, ils ont passé un très bon moment. Mais j'ai vu aucun retour positif disant qu'une personne avait été sous le charme de ce film et effrayée, par exemple. Je pense que c'est totalement incompatible. C'est pas forcément un problème, hein, mais bon, toujours bon de le préciser. Il y a des bons côtés dedans quand même si pour moi ça suffit pas du tout. La réal, très clean, très classe. Enfin, le mec est bon, hein. Déjà, Evil Dead Rise, c'était remarquable, je trouve. Il y avait même quelques plans, quelques idées de réal qui étaient dingues. Là, voilà, il y a des moments où c'est pas mal, mais il y a trop de moments où c'est drôle. Enfin, même visuellement, hein, il y a aussi un humour visuel, qui est... moi, ça m'a pété les couilles, en fait. Voilà, à côté de ça, on a un scénario. Alors là, vraiment, hein, je sais que j'ai déjà dit sur The Borough, mais là, c'est incroyablement prévisible. Putain, le scénar, aucun effort. Je comprends mieux, en fait, quand on voit ça, et c'est des gros films, hein, c'est beaucoup d'argent, et la série Borough a coûté une blinde, je comprends mieux la sidération qu'il y a actuellement face à Obsession, dont je vous ai parlé, qui pour moi est le film de l'année, hein, de toute façon, pas le film d'horreur de l'année, le film de l'année, tout simplement. Alors, on verra, l'année n'est pas finie, calme-toi Alex. C'est parce que on a perdu l'habitude des scénarios aussi intelligents. On a perdu l'habitude des intrigues aussi captivantes. On a perdu ce seuil d'exigence, en fait. On l'a complètement paumé et on s'est habitué à une médiocrité. Mais putain, c'est chaud, quoi. Donc bref, là, ouais, c'est ultra cliché, ultra conventionnel. La fin, je vous la spoil pas, mais alors, zéro audace, zéro idée, même, tout simplement, quoi. C'est safe de dingue. Et c'est nul. Mais c'est typiquement le genre de truc où j'arrive pas à comprendre que quelqu'un, par exemple, puisse... souhaiter le revoir, parce que c'est long, hein. Mais c'est sûr qu'il y en a, hein, évidemment. Grosse déception, ça sous-entend que t'avais des super attentes de dingue. Moi, j'en avais aucune, j'étais sûr que ça allait être nul. Après, je précise que le réal, du coup, je suis un peu dégoûté, parce que le réal, moi, je le kiffe bien. J'ai dû faire une petite pause, mais je reprends immédiatement avec The Madison, la série de Taylor Sheridan. Et ce coup-ci, c'est bien lui, l'auteur, et ça se sent. Avec, coproduit d'ailleurs, j'ai vu par Michelle Pfeiffer et Kurt Russell, tous les deux remarquables. Alors, surtout Michelle Pfeiffer. Là, sincèrement, ça fait très 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 longtemps. D'abord que je l'avais pas vu dans un rôle aussi exigeant. Je pense que c'est une de ses meilleures prestations ever. Je vous fais immédiatement le pitch. Confronté au deuil et à la résilience, la famille Claiborne quitte pour quelque temps leur New York adoré pour se rendre dans la vallée de la rivière Madison dans le Montana. Les membres du clan tentent de se reconstruire après une tragédie tout en s'adaptant à leur nouvel environnement. Ça dévoile quasi que dalle et en même temps ça donne la trame de ce qui va se passer. Alors cette série pour Taylor Sheridan, elle est assez étonnante dans la mesure où il sort de sa zone de confort de mon point de vue. Pas de crime, pas de violence même tout simplement. Pas de grosses trahisons, tous les codes vraiment propres à Sheridan, on les a pas. Et c'est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus contemplatif. Il y a très peu d'action, c'est pas du tout le but. C'est pas une série d'action. Il y a peu de tension. De tension comme dans Yellowstone par exemple. Mais c'est émotionnellement, j'allais dire surchargé, mais surchargé, ce serait péjoratif. Mais c'est très très intense. Et c'est par cette émotion et le jeu des acteurs aussi
que ça te retient et tu te laisses envelopper. Enfin, je sais pas comment. C'est dur de décrire cette série. J'ai lu quelques retours presse pro notamment. Et je les ai trouvés tous extrêmement maladroits et souvent ils spoilaient en plus comme des bâtards. Donc bon, ce qui fait que la série t'accroche, c'est rien de ce à quoi tu peux t'attendre de la part de Taylor Sheridan. C'est ça que je dis. À part la qualité, je veux dire la qualité, oui évidemment, la qualité réelle d'écriture et tout. Mais comme je le disais, il n'y a pas de gros salauds, il n'y a pas de trucs comme ça. Et alors. Par contre, il y a quand même des répliques qui claquent que seul Taylor Sheridan sait écrire. Un niveau de qualité de punchline qui est un peu sa marque de fabrique. Là, il y en a. Et elles sont au service de scènes dures. C'est ça que je veux dire, parce que là on parle de deuil, donc effectivement. Et en fait, il va y avoir des conflits, mais des conflits au niveau de l'éthique, de l'émotion, de plein de choses. Tout est subtil, voilà, je sais pas comment dire mieux. Donc moi, par exemple, quand je regardais ça, je me suis dit, je sais pas à quel point ça peut parler aux gens, en règle générale, surtout en 2026. Ce qui est rassurant, c'est un triomphe hallucinant, le plus gros succès de Taylor Sheridan à ce jour, tout simplement. La saison 2 aurait déjà été tournée et la saison 3 vient d'être validée. Voilà. Alors que va-t-il raconter ? Parce que ça se regarde comme un film. La fin est tellement parfaite. Très très riche en leçons, enfin il y a toute une morale, enfin il y a tout un truc là-dessus. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui essaient de la politiser. De ouf, comme c'est souvent le cas avec Sheridan. Moi, vous savez que je suis totalement hermétique à ça, sauf quand c'est, c'est-à-dire qu'en fait, les arguments qui font que des gens se permettent de la politiser, évidemment pour la dénigrer, hein. J'ai besoin de le préciser. Il n'y a pas de gens qui disent « Ouais, c'est un peu politisé, ouais, très bien. » Bon. Non, c'est pour lui vomir dessus. Là, je suis absolument pas d'accord. Enfin, les arguments ne sont pas politiques, en fait. Ouais, c'est politique parce que il décrit ça. Donc, il n'y a rien de politique là-dedans, hein. Bref. Donc voilà, grosse reco là par contre. Mais grosse reco, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont décrocher, c'est obligé. Mais je suis étonné que ça cartonne à ce point, parce que c'est tranquille. Une série tranquille. Et je vais conclure avec Guru, que j'ai finalement vu, que je voulais et devais aller voir au cinéma. Puis j'avais laissé passer le train parce que beaucoup de retours négatifs, alors très négatifs, hein, en mode une merde sans nom, quelle honte, etc. Réalisé par Ryan Gosling, que j'adore, puisque les collabs en fait de ce réal et de Pierre Ninet, puisque c'est donc évidemment un film avec Pierre Ninet. Jusqu'à présent, pour moi, c'était que des réussites. La plus grosse réussite pour moi, c'est Un homme idéal, qui est mon film préféré de Pierre Ninet, enfin avec Pierre Ninet. Ensuite, je me perds ma voix. Ils avaient fait Boîte Noire, que j'ai surkiffé également. Et donc Guru. Alors, Guru, attendez, je vous fais le pitch avant de vous donner mon avis. Mathieu Vasseur est le coach en développement personnel le plus suivi de France. À l'heure où les gens ne croient plus à la politique et se détournent de la religion, il propose à ses adeptes une catharsis bien rodée qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Une parlementaire œuvre pour faire voter une loi obligeant les coachs comme lui à faire valoir un diplôme valorisant une formation spécialisée pour exercer. Pour Matt, qui n'en a aucun, pas même le bac, et qui a commencé en inondant la toile de vidéos persuasives, c'est la panique. Dans la foulée, son frère, qui ne donnait plus signe de vie depuis longtemps, se manifeste. C'est été long ce pitch pour un film finalement quand même assez simple. J'ai compris, en fait quand j'ai regardé, j'ai compris ce qui a déplu. Il y a des moments où c'est vraiment pas subtil, mais je pense que c'est voulu. Et il y a des moments où c'est assez fort quand même. Pierre Ninet d'abord, il est très bon comme toujours. Il est ultra malaisant. Ce Mathieu Vasseur à la fois très malin, je veux dire génial. À la fois très 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 malin et très opportuniste bien sûr, très lâche également, mais ça s'entremêle en fait. Et c'est une personnalité à la fois complexe et à la fois assez facile quand même à cerner, je trouve. Néanmoins, donc lui, les scènes à Vegas à la fin, je vais pas décrire exactement, mais il y a 2-3 scènes. Il est vraiment impressionnant. Il y en a d'autres avant que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu dans les critiques que les gens disaient c'est vraiment les scènes où il est en représentation, ce que tu veux, c'est ce que tu es, tout ça. Ouais, bon, oui, mais en réalité, c'est exactement ça. Dans la vraie vie, je veux dire. Il a une idole, ce type, qui est un espèce de gourou américain de coaching, de développement, bref, vous voyez le genre. Ces mecs-là, ils existent. Et là, j'ai presque envie de dire que le film Guru va moins loin que la réalité, y compris dans la simplicité des doctrines et des punchlines qui sont vraiment où tu te dis mais qui
avec un QI digne de ce nom, peut se laisser avoir par des trucs où les ficelles sont énormes, et des gens qui vont pas bien. Et d'ailleurs, il y a un moment où il le dit, voilà, des gens qui ne vont pas bien, hein, tout simplement, c'est pas forcément des débiles, hein, rien à voir. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, moi, en fait, d'abord, j'ai regardé jusqu'au bout, complètement scotché. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que je regardais, même si il y a eu plusieurs passages où j'ai trouvé que c'était voilà. Et j'étais un peu déçu en fait. Pour du Ryan Gosling, c'est un peu là en mode oh mec, tu t'es pas trop foulé là, c'est pas très subtil. Ou j'aurais aimé que le film aille ailleurs, dans une autre direction, plus ambitieuse, parce que à la fin le message il est très clair et franchement moi j'ai trouvé que le film est bon. Il est pas très bon, alors que par exemple Un homme idéal et Boîte noire c'était excellent pour moi. Un homme idéal pour moi c'est presque un chef-d'œuvre, mais Boîte noire c'était génial. Là, c'est le moins bon de leur collab, mais ça reste très au-dessus du niveau français habituel. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Bref, donc je rejoins pas du tout, en tout cas, les gens qui ont vomi dessus, mais je respecte. En fait, vraiment, j'ai vu même, j'allais dire j'ai perçu, j'ai vu ce qui vous a déplu. Néanmoins, vous devez vous relever de ces épreuves. Acteur studio. Et ça y est, j'ai terminé, j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues, si je parviens à ne pas fondre avant. Qu'as-tu pensé des nouveaux singles de Mylène Farmer? Une purge, je n'étais absolument pas prêt. J'étais choqué de la médiocrité de tout. Mélodiquement, c'est d'une pauvreté abyssale. Les textes sont risibles tellement c'est nul. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc, de la merde, hein, vraiment. Ça dure moins de 3 minutes et c'est interminable. Il y a tellement pas d'idées, à aucun niveau, hein, que t'es là, tu te dis putain, c'est long. Et je regarde et je vois le titre 2 minutes 50. Je m'étais choqué, waouh! Voilà, donc grosse déception, hein, évidemment. Un des derniers films d'horreur qui m'a impressionné, c'était May et sa date. Oh, j'avais adoré ce film, que j'ai d'ailleurs, évidemment. Je sais pas pourquoi... Ah oui, en référence à Obsession, j'imagine. Alors moi, c'est pas un des derniers films d'horreur qui m'a impressionné, il y en a quand même eu beaucoup depuis, parce que May, ça date. Hein. Je sais plus de quand c'est, mais... Et effectivement, alors, le point commun avec Obsession, c'est que j'ai pas le budget de May, mais c'était un petit film, complètement. Ringard, digne d'un navet... Oh là, c'est quelqu'un qui s'est énervé. Attends, Ringard, digne d'un navet des années 90, je suis désolé. Dans les années 90, il y avait de meilleurs films qu'en 2026. Ah oui, c'était en référence à mon retour sur Beast, le film MMA là. Alors attends, digne d'un navet... Oui, un navet des années 90. J'ai dit que ça ressemblait à toute une série de films à chier, hein, du même style, qui ont connu leur heure de gloire vraiment dans les années 90. Et ceux qui sont suffisamment vieux pour l'avoir vécu verront très bien de quoi je parle. Donc au début des années 90, on a eu toute une vague de films médiocres, hein, d'action, de ce genre, hein, destinés au vidéoclub. Vraiment fait dans cette optique-là, donc ils ne sortaient pas en salle, hein, et qu'on avait directement en vidéoclub. Il y en avait quelques-uns qui étaient sympatoches, la plupart c'était des navets de dingue, hein, sincèrement. Et ça a été un vrai phénomène. Ça s'est calmé par la suite, mais il y a eu un moment, on en avait en flux constant, quoi. Donc en cela, ça rappelle les navets des années 90. On voit pas ce qui t'a... Et c'est ringard. Oui, ringard. Par contre, je n'ai absolument jamais dit qu'on avait que des navets dans les années 90. Il y a 1 milliard de films des années 90 que j'adore, qui sont des chefs-d'œuvre, évidemment. Mais il y en a plein, enfin, bref. On va pas faire la liste. T'as peut-être mal compris. Et moi aussi, je me suis peut-être pas très bien exprimé. Dans quel cas, je trouve que Beast, de par sa nullité totale, rappelle le pire de ce qu'on a eu dans les années 90. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas faire d'amalgame. Peut-être que j'ai pas été assez clair. Es-tu d'accord pour dire que le Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor est la plus belle reprise jamais faite? Pas du tout. Alors, j'aime pas les reprises, hein, à la base, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour juger. Mais non, des reprises bien meilleures, j'en ai en tête, hein, enfin, que j'ai préférées. Donc du coup, je suis pas d'accord. Voilà. Après, Sinéad O'Connor, j'ai jamais pu la saquer. Ouais, elle était d'ailleurs, ça s'est très mal passé avec Prince, avec cette reprise. J'en ris avec le recul, mais bon, elle a très mal vécu, visiblement. Alors, ceci dit, je veux pas dire que sa reprise est nulle. C'est même la seule chanson que je connaisse de Sinéad O'Connor. Pour moi, c'est son seul tube. Je suis sûr que les fans de Sinéad O'Connor vont me dire, mais non, elle a fait d'autres tubes. Moi, je connais pas ces chansons.
aucune, à part cette reprise, qui est donc pas d'elle. Ça veut pas dire que c'était pas bien, ça veut dire que ça m'a pas plu. Du coup, pour moi, non, c'est pas une reprise remarquable. Ton avis sur Canal+, qui ne financera plus des projets incluant, ah oui, les 600 signataires de la tribune zappé Bolloré. Y a pas d'interdit sur cette chaîne, donc en fait, je réponds à tout. Mais n'oubliez pas que mon avis n'est que ce qu'il est, et en l'occurrence, il vaut que dalle. C'est pour ça que je vous l'offre. Je sais que ça, les gens sont passionnés sur cet événement. Moi, il y a juste un truc, parce que donc j'ai suivi ça au moment où ça a pété. J'ai été au courant à partir du moment où Bolloré a dit je vais arrêter de financer les projets de gens qui me détestent publiquement. Moi j'apprends ça, je dis ouais, logique, enfin voilà, Bolloré c'est pas franchement mon idole, mais là je vois pas, j'étais étonné en fait que nous vivions dans un monde où 600 personnes qui s'unissent pour clamer en public leur mépris. La tribune, c'est zapper Bolloré. Donc, que ces gens-là se disent, comment ça, du coup, lui, il nous zappe. C'est-à-dire que moi, si j'avais été acteur, par exemple, de métier, et que j'avais signé cet appel-là, il est évident que ça inclut que je ne veux jamais collaborer avec cet homme. Je ne sais pas. Bref, pour moi, il y a un truc où les gens marchent sur la tête, tout simplement. Donc, le collectif Zapper Bolloré, qui est outré d'être zappé par Bolloré, mais les gars, vous vouliez continuer à collaborer avec lui? C'est un truc de fou, quoi. Je ne sais pas. Après, une fois que j'ai dit ça, donc pour moi, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. C'est pas du tout stupide la tribune. C'est stupide de faire une tribune et de s'étonner après qu'en conséquence, oui, le mec que tu conspues, il va pas signer des chèques en blanc pour aider tes projets à toi qui le détestent publiquement. Donc bon, le problème c'est la domination, ça je l'entends, ces boîtes de prod, Canal+, le pouvoir de Canal+, Après, moi ce qui me fait bugger en fait, et d'ailleurs je sais plus c'est qui a pris la parole en disant exactement ça à peu près. Ouais, Bolloré, facho connard machin, et après tu dis, oh putain, quel facho, quel enfoiré, du coup il veut plus financer nos projets à nous. Et moi, je regarde ça et je me dis, mais les projets, du coup, c'était les trucs financés par Canal+, parce que moi, je suis désolé, mais Canal+, quand tu regardes, on peut pas dire qu'ils finançaient que des trucs du Puy du Fou. Et la preuve, c'est que eux, ils sont outrés qu'ils vont plus être financés. Donc, c'est bien la preuve que énormément de projets qui, éthiquement, parfois même politiquement, n'allaient pas du tout dans le sens de propagande artistique. Et à un moment, tu regardes ça, si tu connais rien, tu te dis, ah waouh, Canal+ ne finance que des œuvres artistiques qui plaisent à Monsieur Bolloré. Ce qui est clairement pas le cas. Bref. Et une fois de plus, je suis pas un expert, donc commencez pas à me faire des messages en mode Alex, tu parles d'un truc que tu maîtrises pas. Je m'en fous en fait. Je donne juste mon avis. Je pense pas que l'insulte, le mépris en tout cas public, va pas apporter de trucs géniaux pour toi, quoi. Du coup, c'est tout ça est très triste au final. En tout cas, de mon point de vue, voilà. Tu ne publies pas tes morceaux sur YouTube. Ce serait cool de partager une petite playlist de tes sons. Non, je l'ai jamais fait. J'aurais pu, mais à partir du moment où ils sont sur Bandcamp, ils sont sur Spotify. Alors pas tous les albums, mais ça va venir. Je suis pas forcément sur YouTube, effectivement. Je sais que tu n'aimes pas tellement Talking Heads, mais as-tu déjà regardé leur film concert culte Stop Making Sense? Comme moi, je n'aime pas particulièrement ce groupe, mais j'ai adoré ce film. Comment peux-tu ne pas particulièrement aimer un groupe et adorer un film de concert? Parce qu'à la limite, un film, ok, mais de concert, donc c'est que des chansons du groupe que t'aimes pas. Ça m'interpelle, on va dire. Après Talking Heads, j'ai donc dit déjà que ça me parle pas du tout, j'aime pas, je suis pas fan, mais c'est génial. C'est-à-dire que c'est un style musical qui ne me touche pas, mais les chansons sont d'une qualité extraordinaire. Après, moi, j'avais vu des extraits de concerts. Je sais pas du tout si c'était extrait de ce truc Stop Making Sense, mais visuellement, c'était dingue. C'est des gens qui avaient une créativité un peu comme Peter Gabriel, tout ça. C'était une période aussi où c'était complètement déjanté. Donc, je suis certain que ce concert culte est génial. Ça, aucun doute là-dessus. Mais je suis certain que je vais souffrir ma race. Si ça dure 1h30 et que c'est que des chansons de Talking Heads, oh putain, non. Moi non. As-tu vu le film The Offense de Sidney Lumet avec Sean Connery dans son meilleur rôle et de loin selon moi? C'est un film de 73 de mémoire, mais il est sorti en France qu'en 2007, entre autres pour ne pas ternir l'image de sa vedette principale, au vu du sujet extrêmement sombre et délicat du film. Alors c'est vrai que je suis en train de réfléchir quand est-ce que moi je l'ai découvert, mais je l'ai découvert bien après 2007, ça c'est sûr et certain. Oui, en tout cas, je l'ai vu, c'est génial, c'est un de mes Sidney Lumet préférés.
Par contre, c'est pas un de mes Sean Connery préférés. Même s'il est vraiment, c'est excellent. Enfin, si vous l'avez pas vu, ouais, The Offense, grosse reco, quoi. Que penses-tu si tu as vu ces deux films de L'Homme Invisible de 1933 et du film français Le Juge Fayard dit le shérif? Alors, Le Juge Fayard dit le shérif, ça me dit rien du tout, mais je me le suis noté, donc je vais essayer de regarder ça. Et L'Homme Invisible de 1933, c'est un de mes films préférés des années 30. Je l'ai même ici, tiens, attends. Tiens, je suis allé te le chercher parce que j'adore son look. L'Homme Invisible, version film de 1933, avec ses magnifiques lunettes. Donc oui, j'adore ce film, il est tellement dur, tellement méchant, enfin dans son discours, enfin c'est tellement un truc de nihiliste de dingue. Je l'adore, et c'est pour ça aussi que je suis si dur avec toutes les déclinaisons qui ont été faites de ce récit par la suite et qui partent un peu dans tous les sens et où je retrouve pas forcément, enfin je l'ai là d'ailleurs le bouquin, le ton en fait de l'œuvre originale. Es-tu hypé quand tu entends parler du projet King Conan avec Schwarzenegger? Non, pour moi il est beaucoup trop âgé, même enfin j'ai compris le pitch, hein, mais non, hypé, non. Mais alors, je suis pas hypé, mais je suis quand même curieux. Je vais être plus confiant par contre, bizarrement. Peut-être aussi parce que je suis moins exigeant sur ce héros-là. Je vais être plus confiant que sur le John Rambo là, qui a été annoncé, donc sans Stallone, hein, préquel, qui sortira je sais plus quand, qui ne peut qu'être une catastrophe. En plus, le titre, enfin, il garde vraiment le titre John Rambo. Donc, c'est-à-dire que ça va avoir le même titre qu'un des films de la saga Stallone. Enfin, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la nouvelle série Apple TV. Ça s'appelle Widow's Bay. Il y a environ 4 épisodes dispo. Pour le moment, je n'en ai absolument pas entendu parler, mais je vais me le noter. Petit troco, Junk World, un film en stop motion. Ah oui, alors, je l'ai vu, mais Junk World, ouais, mais j'ai pas aimé. Ce que je veux pas dire, c'était pas bien, mais j'ai juste pas aimé. Oui, voilà, humour un peu trash, tu dis. Ouais, mais voilà, du coup, moi, ça... L'humour trash, c'est pas trop mon truc. Connais-tu le groupe Peace Love and Pitbull et notamment leur album Red Sonic Underwear? Je connais, mais j'ai jamais été fan, mais quand même. Enfin, c'est un groupe pour moi important d'une certaine période, quoi. Mais j'ai aucun album, j'ai jamais accroché vraiment. Que penses-tu de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger? Chef-d'œuvre. Livre d'ailleurs, je crois que j'aurais dû lire quand j'étais ado, enfin pour les études, je sais pas quoi, et que j'ai jamais lu parce que ça me faisait chier. Et quand j'ai rencontré Nicolas Sirkis d'Indochine, donc, et évidemment, donc, à moi il me parle de L'Attrape-Cœur, et finalement il m'a convaincu, du coup je l'ai lu, et waouh, immense claque. As-tu lu le livre de Vincent Patterson, Icons and Instincts, et si oui, qu'en as-tu pensé? Existe-t-il d'ailleurs en version française? Je ne sais pas ce que c'est que ce livre. Je sais même pas de quoi ça parle, donc je vais aller voir ça. Aucune idée, en conséquence, de s'il existe une version française. Et j'ai regroupé, j'avais oublié que j'en avais reçu à nouveau, des questions liées à Michael Jackson. Je m'excuse de m'interrompre moi-même, mais entre l'enregistrement de ce JDV qui a eu lieu samedi hier et le moment où je fais le montage aujourd'hui dimanche, on a appris dans la soirée hier donc que Michel Lafon réédite en France l'unique autobiographie de Michael Jackson dont je vous parle très régulièrement, qui n'était trouvable depuis le triomphe planétaire du film qu'en occasion à 200, 300, 400 euros. Donc c'est une excellente nouvelle et je tenais absolument à prévenir mes abonnés qui souhaitent se procurer ce livre et avaient renoncé vu les conditions parce que je pense que ça va partir assez vite. Donc là par exemple sur la Fnac vous pouvez le précommander depuis hier soir. Sur les réseaux je vois que la news est en train d'être très massivement diffusée, ce qui est tout à fait génial. Mais donc il n'est pas impossible que ce soit en rupture de stock assez rapidement. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Je crois que c'est 22 €, enfin c'est vraiment que dalle. Et je rappelle que c'est un livre vraiment important pour connaître Michael tout simplement. Et d'ailleurs toute sa vie il a toujours répété, ceux qui veulent me connaître n'ont qu'à lire ce livre. Alors ça ne suffit pas, mais c'est très important, effectivement. Voilà, fin du flash spécial. J'aimerais avoir ton avis sur le nouveau documentaire Netflix consacré au procès de 2005 qui sort le 3 juin. De la mer d'Ambar, j'en ai parlé sur mes réseaux, hein, voilà, donc là j'enregistre, on est le 30. Hors de question, bien évidemment, de lui donner de la visibilité. Il y a toute une campagne pour appeler au boycott, à la fois au boycott de Netflix, donc LOL, hein, parce que bon ça, voilà, pour moi, bref, ça ne sert pas à grand chose, mais surtout pour manifester son mécontentement et demander à Netflix l'annulation de la programmation de ce documentaire à charge, évidemment, en 3 parties de 50 minutes, si j'ai bien compris, qui sortira le 3 juin. Ça, je l'ai signé par contre, alors pas tellement pour qu'il le déprogramme, je sais très bien qu'évidemment il ne sera pas déprogrammé,
mais juste pour marquer le coup en fait. Et d'ailleurs, ça commence à marquer le coup, parce que là, en une semaine, on a passé les 130 000 signatures, ou je sais plus quoi. C'est à la fois pas énorme, et à la fois c'est beaucoup quand même. Enfin, passer les 100 000, je sais que ça fait du bruit. Et d'ailleurs, ça commence à faire du bruit. Les gros médias commencent à en parler, de cette pétition, je veux dire. Après, j'avais noté, c'est produit par James Goldstone, qui avait produit le reportage de Martin Bashir, complètement assassin, et qui a provoqué, qui a joué un rôle énorme dans la dépression de Michael Jackson, même si, d'ailleurs, Martin Bashir, je le rappelle, a avoué en direct à la télévision avoir menti juste après le décès de Michael, où il a dit qu'en réalité, il n'avait jamais rien vu ni soupçonné niveau abus d'enfants, etc. Quand tu sais le rôle qu'a joué Martin Bashir pour flinguer l'image de Michael et sous-entendre qu'il se comportait mal avec les gosses. Bref, donc James Goldstone, c'est à lui qu'on doit ce documentaire ignoble. Et donc lui, il collabore à la production de ce truc. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Et si c'était pas assez clair, on a également, j'ai noté son nom, Anya Cooper, oui, voilà, putain, qui bosse pour Amos Pictures, une société qui a produit Living Neverland. Le truc de Dan Reed, là, vous voyez. Et ben elle bosse également dans ce projet. Donc, alors, moi, ce qui m'énerve, c'est que ce projet, il n'est donc en réalité le fruit du travail que de personnes qui, toute leur vie, ont menti, c'est quand même important de le dire, pour détruire Michael Jackson. Donc là, on va à nouveau avoir, à minima, de gros mensonges, et surtout, un montage biaisé. C'est-à-dire que ça va être tout, sauf ce que ça prétend être. Parce que ce que ça prétend être, c'est faussement objectif. Alors moi, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que le procès de 2005, 10 années d'enquête du FBI, un procès monumental, qui a coûté une fortune aux contribuables américains, et rien. Un acquittement sur tous les chefs, et quand on fouille, la honte, c'est pas qu'il ait été acquitté de tout, c'est qu'il y a eu ce procès. Parce qu'en réalité, dans le dossier, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, il y a des gens de la justice américaine qui aujourd'hui reconnaissent, je crois que je l'ai déjà dit par le passé, si ça n'avait pas été Michael Jackson, ce procès n'aurait jamais été validé. Parce qu'il n'y avait rien dans le dossier. On savait très bien que les accusateurs étaient des menteurs, et en plus des escrocs professionnels qui avaient déjà escroqué d'autres célébrités qui sont venues pour certaines témoigner, d'ailleurs, comme Jelino, tout ça. Bref, là, tout le but de ce docu de Netflix, c'est de dire, bon ok, il a été innocenté, ok, mais écoute quand même ce qu'on nous on a à te dire et décide après toi. Toi décide après ce que nous on va te dire s'il est coupable ou innocent. Donc c'est ni plus ni moins, la qualité en fait de ce qu'on va avoir, c'est Gérard du PMU qui est plus malin que 10 années d'enquête de l'élite du FBI. Mais j'ai hâte de t'écouter, vas-y Gérard. Donc voilà, donc c'est de la merde, et surtout, vu les personnes impliquées, ça va surtout être mensonger. Et comme l'a rappelé Taj Jackson sur X, malheureusement aux États-Unis, tu as le droit de diffamer et de mentir au sujet d'une personne décédée. On peut pas t'attaquer. Donc en fait, ils peuvent raconter n'importe quoi. Inventer des trucs, mentir, tout ce qu'ils veulent. Ils ne risquent rien. La famille Jackson ne peut rien faire. Voilà. Et ce qui est triste, c'est que s'il y avait une loi qui t'oblige, par exemple, à justifier que tes accusations reposent sur des éléments concrets, etc., tous ces trucs-là n'existeraient pas. Même Living Neverland n'aurait jamais été fait. Parce que les mecs, ils savent très bien qu'ils mentent, tous. Bref, donc voilà. Je rappelle quand même que durant le raid à Neverland, je sais pas si je l'ai déjà dit, on a saisi, donc raid surprise, je précise, tellement surprise que Michael a été traumatisé, tellement il s'y attendait pas, à Neverland, où ils ont saisi 16 ordinateurs. Et sur l'analyse par le FBI de 16 disques durs, ils n'ont rien trouvé. C'est impossible. Le mec est coupable, c'est impossible. On peut raconter tous les cas, en fait, d'abuseurs d'enfants, stars ou pas d'ailleurs, qui se sont pris des perquisitions et des trucs comme ça. On saisit les disques durs et là, faut sortir le sac à vomi, quoi. Ça n'existe pas qu'il y a rien. Sur 16 disques durs, mais laisse tomber. Ils ont dû être dégoûtés. Le mec, il devait être là. Non, il y a rien. Voilà. Est-ce que tu as lu le livre de Jermaine Jackson sur Michael, et celui qu'en penses-tu? J'hésite à me le procurer. Je l'ai lu, et c'est pas bon. De mon point de vue, c'est pas bon. J'ai vu que, évidemment, vu le triomphe du film, où ils ressortent le bouquin, avec une petite nouveauté, un petit chapitre en plus, ou un truc comme ça, bref. Jermaine a fait trop de mal à Michael, c'est quand même un des frères qui a le plus nui à Michael. Je vais même enlever, je pense, le un des frères. Le regard de Jermaine sur Michael pour faire de l'argent après son décès,
Je sais très bien qu'il est pas sincère et qu'il va se la jouer. D'abord, il va donner de lui une image fantasmée, enfin voilà, pour qu'on l'adore. C'est quand même un mec qui a des casseroles terribles, y compris dans sa relation avec Michael. Voilà, donc je sais que ça va être un peu de la merde, ce qu'il va dire. Je lui en veux un peu. Enfin, c'est un mec à qui j'en veux, tout simplement. Néanmoins, de mes souvenirs, tout n'est pas pourri. Et par exemple, de mémoire, toute la première partie du bouquin qui est axée sur l'enfance, les Jackson 5, des choses comme ça, c'est assez intéressant, parce que c'est le regard de Jermaine, et il ne ment pas sur tout, enfin, pas déconner. Même si, par exemple, il ment sur leur père. Il défend le Joe Jackson de façon éhontée, et sous-entend que Michael était vraiment un petit fragile, et que c'est très exagéré, et que quand même, bon bref, c'était un mec génial aussi. Bon là, t'as envie de dégueuler quoi, c'est pas possible. Mais il y a des trucs intéressants, des trucs vraiment intéressants quand même, sûrement vrai. Ensuite, tout ce qui va se passer à partir du moment où le Victory Tour va se terminer, par exemple, on sait, dans les faits, que Michael a coupé les ponts avec Jermaine. Donc Jermaine, en fait, il en sait pas plus que toi, quoi. Enfin, c'est du quotidien de Michael, je veux dire. Ce qu'il pourrait dire honnêtement, c'est que il y a plus vraiment de déjeuner de famille, que quand il venait pour voir Michael, on leur ouvrait pas, tout simplement, la grille, à la demande de Michael. Michael Jackson est devenu un étranger pour Jermaine Jackson. Alors, il le dit un tout petit peu, sauf qu'après, il brode pour quand même te vendre un bouquin. Du coup, là, non seulement... tu sens qu'il raconte de la merde, mais en plus il brode, enfin, c'est-à-dire que il en savait pas plus que les tabloïds en fait, donc même moins, enfin. Donc c'est pas intéressant du coup, moi je m'en fous de ton avis sur la vie de ton frangin à partir de la tournée Victory, dès lors que tu n'as rien à raconter qu'on ne sache pas déjà, enfin de toute façon. Et en plus ton regard est biaisé parce que tu l'as tellement détesté. Voilà, d'ailleurs, il va un peu en parler, il essaie de noyer le poisson de Word to the Bad, là, la chanson qu'il avait fait contre son frère, qui était un triomphe. Ah bah si, c'était numéro 1 je crois. Ah non, mince, c'est pas celle-là. Hilarant. Voilà, il essaie de faire passer la pilule. Je lui en voulais juste parce que il me voyait plus et on n'avait plus de contact, il répondait pas au téléphone. Du coup, tu lui fais une chanson où tu le défonces. Ah bah oui, ça a dû lui donner vachement envie de te parler. Ah putain, je te jure. Bref. Concernant Michael Jackson, je ne me souviens pas t'avoir entendu mentionner le livre de Christophe Boulmé, sa sensibilité, sa personnalité, son amour pour Michael me touche profondément. Outre le récit incroyable de son parcours et le témoignage qu'il nous livre sur Michael Jackson, as-tu eu l'occasion de le lire? Oui, j'avoue que malheureusement, contrairement à toi, je n'ai pas du tout été séduit par la personnalité de Christophe Boulmé, que je trouve... je sais pas. Il y a un truc dans sa façon de parler de Michael que je trouve... je sais pas s'il s'en rend compte, mais il y a quand même beaucoup de fois où il lui manque totalement de respect. Non, alors bon, voilà, hein, chacun a ses sensibilités. J'avoue que moi, c'est pas... Enfin, parmi tous les bouquins de gens qui ont côtoyé Michael, ou même témoignages, Boulmé, c'est vraiment pas une personne vers qui je vais aller en me disant « Oh, lui... Il avait fait un truc très récemment, hein, dans une des dernières interviews qu'il a données que j'ai vues, où il dit quelque chose, et là je me suis dit, bon, personnellement, pour moi, la messe élite, enfin, je la comprends pas, déjà, tout simplement. C'est pas grave, hein. Il a dit que à aucun moment, à l'époque où il collaborait, on va dire, avec Michael Jackson, il ne s'est intéressé à l'homme. L'homme Michael Jackson ne l'a jamais intéressé. La seule chose qui l'a intéressé, c'est l'artiste. Et après, il a des propos extrêmement dérangeants, je trouve, sur est-ce que c'était un mec bien en privé? Je ne sais pas. Et comme l'homme ne m'intéresse pas, je ne sais pas. Ne m'intéresse pas de savoir en plus. Moi, c'est l'artiste, moi. Bon, là, pour moi, il y a tellement de gens qui ont écrit tellement de livres. Que penses-tu du documentaire anglais Michael Jackson, l'envers d'une légende, qui passe actuellement sur France Télévisions? Il y a quelques archives rares, de la merde, hein, c'est totalement à charge, hein, évidemment. Et d'ailleurs, pareil, hein, l'envers d'une légende, ça tend le micro à des gens qui ont été débunkés. Hein. Il y a cette femme, la Diamond, je sais plus comment elle s'appelle, qui ment régulièrement hein, pour flinguer Michael. Le docu est totalement nauséabond, un peu comme celui qui visiblement va sortir sur Netflix. Michael Jackson, l'envers d'une légende, essaye de te faire croire qu'il va être un peu impartial. C'est-à-dire qu'il va un peu... Regardons objectivement. Et en réalité, c'est un travail de haters total. Le but, c'est de te foutre le doute. Regardez quand même comment il se comporte très 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 bizarrement avec ses enfants. Hein. Nous, on ne dit rien, mais regardez les images extrêmement troublantes. Bon. Voilà. Donc c'est de la merde aux chiottes. Enfin, moi j'ai détesté évidemment parce que je sais. En fait, je déteste parce que je connais trop le sujet pour ignorer les réelles intentions d'un montage pareil, d'une voix off pareil, de témoignages pareil. Enfin, ouais, la volonté c'est de l'ensevelir, mais sans trop en avoir l'air. C'est un autre angle d'attaque en fait, simplement. Mais la vérité a très peu de place là-dessus. Et d'ailleurs, ma mère avait vu Michael Jackson, l'envers d'une légende, et elle a été perturbée. Elle m'a dit, mince,
Il y a quand même des trucs qui disent moi je suis quand même certain il a eu un comportement pas cool avec machin. Et elle me parle de Chandler. Et je lui dis non mais maman, t'es quand même au courant que ceci, que cela. Et elle me dit ah non, ils en parlaient pas dans le documentaire. Et je lui explique l'affaire Chandler en fait. Et elle me dit ah non, ça je savais pas non plus. Bon. Et au final elle me dit ah ouais non, en fait c'est carrément pas sincère ce documentaire. Enfin il est pas éthique. Enfin, ils ont caché tout ce qui innocente Michael. Oui, du coup c'est facile après de te dire les éléments qu'on a, c'est ça. Ah bah je sais pas. Hein. Et en fait derrière lui il a caché tous les éléments qu'il est innocent, tu vois. Allez, va te faire foutre. J'ai acheté une figurine de Michael Jackson à la Fnac. C'est une boîte qui se nomme Minix qui fait cela. Ouais, bah, c'est trop sympa. Je vous avais montré, j'ai la Thriller et la Bad. Ils en ont fait plein, il y en a 6-7. Et d'ailleurs, je leur ai fait un mot l'autre jour. Je leur ai fait un mot. J'ai fait un commentaire. Je leur ai dit, moi, ce que j'aimerais voir, c'est une poupée. Voilà, ça, c'est la Bad. Je l'adore, elle est tellement réussie. Moi, je voudrais voir une figurine Captain Yo. Mais je leur dis, ça n'a jamais été fait, même par Funko Pop. Et je pense que c'est pour un problème de droit avec Disney. Et il y a un mec de chez Minix qui m'a dit nous on ne sait pas, on va y réfléchir. À mon avis, il y a une raison. Est-ce que tu as déjà vu par hasard le téléfilm I2 sur Michael Jackson sorti en 2004 ? Oui. Les téléfilms sur Michael, je les ai tous vus, absolument tous. As-tu regardé l'émission 60 minutes qui vient de sortir avec une interview du Dr Murray de plus d'1 heure ? C'est absolument insupportable. Bien sûr que je me la suis infligée, qu'est-ce que tu crois ? C'était ignoble. C'était très compliqué de pas perdre son calme. Hein. Tu te demandes quand même comment en 2026 des gens tendent un micro à cet enculé pendant plus d'1 heure. Enfin, parce qu'il raconte que de la merde. C'est très compliqué. Hein. Et alors lui, il est extraordinaire. C'est le seul ami de Michael. Heureusement que j'étais là pour... Enfin... Oh, putain. Mon groupe préféré, c'est Megadeth. Je sais que tu aimes bien, mais est-ce que tu as des albums préférés ou plutôt des chansons que tu adores ? Ou est-ce que c'est comme pour Motorhead ? Est-ce que je possède des albums de ces deux groupes ? J'ai longuement parlé de Megadeth en citant toutes les chansons que j'adorais et de Motorhead également dans les précédents JDV. Je dirais... Enfin, il y a quelques JDV. Donc là, je voudrais pas faire... Ça serait vraiment redondant si j'en reparle. Si tu regardes... t'as dû rater des JDV. Dedans, je parle clairement. Alors, Motorhead totalement et Megadeth aussi. Est-ce que tu penses faire une vidéo un jour sur ta collection de compact disques comme tu avais fait avec tes DVD il y a environ 1000 ans ? Est-ce que vraiment ça vous intéresse ? Moi, je veux bien le faire, hein, ça me fera plaisir. Mais... je me dis, mais personne va regarder ça. Toi, les films, bon, tu te dis, mais les disques, enfin, les CD, je sais pas. Il faudrait que je fasse. Après, je pourrais le faire en mode un peu à la va-vite, sans faire forcément. Alors, cet album est sorti en. Tu vois, on verra, mais bon. Je vais y réfléchir quand même. Concernant le groupe Cinderella, tu aimes encore les albums post-Long Cold Winter ou plus du tout ? Non, j'ai décroché. Outbreak Station, c'est le premier album qui m'a vraiment déçu parce que trop bluesy. Enfin, là vraiment, Tom Kiefer, tu sentais que le heavy metal ça intéressait plus du tout. Donc bon là, moi j'avoue que j'ai vraiment il y a quelques très bonnes chansons. Alors ça veut pas du tout dire que l'album est mauvais, mais ça veut dire que c'est pas un album qui m'a plu quoi. Il y a une ou deux chansons que j'aime bien quand même parce que ils sont très bons à l'écriture, mais les arrangements, j'ai du mal. Il y a des chansons sur Outbreak Station, si ils avaient changé les arrangements et que au lieu d'être country bluesy, ça avait sonné heavy metal. Oh putain, il y a des tueries dessus. Mais les arrangements, non, c'est pas passé. Non, comment dire ? Pour moi, le dernier chef-d'œuvre de Cinderella, c'est Long Cold Winter. Pour moi, Cinderella, c'est 2 albums de chef-d'œuvre. Et après, Still Climbing, j'ai pas du tout aimé. Après, ce qui est drôle, c'est que en seulement 2 albums, le groupe m'a tellement marqué que c'est un de mes groupes préférés au monde. As-tu lu la trilogie horrifique en bouquin de Tom Richardson, qui commence avec les maudits, qui mélange la Première Guerre mondiale, l'Inquisition, le bestiaire fantastique, l'ésotérisme, je ne connais pas. Carrément, c'est encore plus grave. Je ne suis pas lu, déjà, bravo. Et alors, Tom Richardson, je ne sais pas qui c'est. Alors, voilà, allez, dégage. Apprécies-tu l'œuvre du cinéaste John Ford ? Oh oui, voilà, énormément, carrément. Est-ce que tu as lu le manga Albator ? Et qu'en as-tu pensé ? Alors attends, le manga, pas la BD française qui est sortie il y a pas longtemps. Le manga, je l'ai. Je l'avais et je l'avais donné au fils de ma chérie. Donc c'est lui qui l'a maintenant. J'avais bien aimé. En fait, j'ai préféré le manga Albator que le manga Grandizer, que j'ai aussi. Vraiment, le manga Grandizer, vraiment, j'étais ultra déçu. Je préfère 1 milliard de fois. Pour moi, le chef-d'œuvre Goldorak, c'est l'animé. C'est pas du tout le manga original. Hein. Non, pas du tout. L'animé a totalement sublimé le truc. Albator, c'était vraiment chouette quand même, le manga original.
J'aimerais savoir si tu as fréquenté dans les années 80-90 la boutique Jukebox à Paris, dans le 14e, endroit où tu pouvais trouver des vinyles de hard rock en import. Oh, attends, c'était pas une... je confonds peut-être. C'était pas une boutique près de... c'est Pasteur, je sais plus, près de la Tour Montparnasse, parce qu'il y avait une petite boutique, un petit disquaire près de la Tour Montparnasse, dans les années 80-90, qui avait des imports. C'était sa spécialité, c'était les imports vinyles. Enfin, à l'époque, c'était vinyle. Hein. Et il avait pas mal de heavy metal, parce que j'allais, c'était pas très loin de mon bahut, j'allais de temps en temps acheter des maxi notamment. Il recevait les maxi de petits groupes, genre Treat, Bonfire, des groupes comme ça, où ils avaient, voilà, et c'était un peu cher, mais tu les avais avant la Fnac, je veux dire. Si c'est ça, oui, je vois très bien la petite boutique que c'était. Si c'est pas du tout ça, et c'est possible parce que j'ai oublié le nom en fait, de cette boutique, bah non, je connaissais pas. Tu es allé au concert de Kiss à Bercy en 2008 pour le Alive 35 et as-tu acheté le CD du live après le concert? Non, c'est un concert que j'ai raté 2008. Je sais même plus pourquoi, mais je n'ai pas pu y aller. Dégoûté. Tu es plus Renaud avec son titre Jonathan ou toute la disco de David et Jonathan? Je déteste Renaud, donc vraiment, je ne supporte pas Renaud, le chant, même les enfin rien, j'aime rien de Renaud, du tout. Donc je ne connais pas la chanson Jonathan de Renaud, quelle chance. Et la disco de David et Jonathan, oh, bordel. Oh putain, c'est chaud, ça y est, je l'ai dans la tête. Je vais pas vous le chanter, mais... Enfin, je l'ai dans la tête, le tube, mais est-ce qu'ils en ont pas fait deux? Je crois qu'il y en a deux. Il y avait Est-ce que tu viens pour les vacances? Je voulais pas chanter. Mais je crois qu'il y a eu d'autres tubes de ces deux enfoirés. Que penses-tu de l'album Astronaut de Duran Duran? J'aime beaucoup ce disque, que je trouve excellent. J'estime qu'il aurait dû connaître un succès. Il y a des albums de Duran Duran, je comprends que ils n'aient pas cartonné de ouf. Moi, par exemple, je vous rappelle, je les avais interviewés, alors une partie du groupe, à l'époque de Pop Trash, pour la sortie de Pop Trash. Et c'était super sympa, d'ailleurs. Enfin, j'ai un super bon souvenir. Et d'ailleurs, j'étais le seul con qui était... Parce que c'était vraiment dans un petit café... très cosy, mais c'était tellement à la cool, faut dire, ils vendaient rien, donc bon, ils étaient contents qu'on leur tende le micro et qu'on parle d'eux, même en France et tout. Et j'étais avec quelques personnes qui m'avaient accompagné, je sais plus quoi, et tout le monde avait apporté des disques et tout pour faire des... Et moi je m'étais dit, j'étais dans un mood laisse ces stars tranquilles. Du coup, j'avais rien apporté. Et ils étaient presque déçus pour moi parce que je me souviens très bien que je leur ai expliqué à quel point pour moi j'adorais Duran Duran, enfin l'importance que ça avait dans ma vie et tout machin. Et en plus très vite, au début c'était là, cool et tout. Et après je leur explique que ça fait, pour moi c'est dans ma culture, c'est un penchant super important à des trucs que j'adore. Et à l'époque, je leur dis Nine Inch Nails, Marilyn Manson et tout. Et ils s'attendaient tellement pas à ce que je leur cite ça à côté de Je vous adore vous, que ça les a vachement intrigués, ils étaient hyper contents, genre ah putain, ah ok, t'aimes aussi Nine Inch Nails et tout, enfin bref. Et à la fin, ils demandaient rien de mieux que de me signer un truc, et moi j'avais non j'ai rien apporté, voilà, qu'est-ce que j'étais con. Bref, et oui je disais voilà, Pop Trash, moi j'aime même bien, je trouve même qu'il y a des super trucs dessus, mais je comprends que ça n'ait pas marché. Astronaute, ça a marchoté, mais ça aurait dû être un triomphe, je trouve. Team L'Arme Fatale ou Team Die Hard? Je vais me faire défoncer, mais personnellement, je préfère la saga L'Arme Fatale. J'adore l'ambiance. J'adore aussi Piège de Cristal et compagnie, mais je préfère L'Arme Fatale. Et j'ai quelques teams. Team Hurlement ou le Loup-Garou de Londres. Le Loup-Garou de Londres. J'adore Hurlement, hein. Mais alors le Loup-Garou de Londres, c'est à des années-lumière au-dessus de tout le reste. Niveau le film de Loup-Garou. Louis de Funès ou Jerry Lewis? Ah, c'est drôle, j'ai récupéré il y a pas très longtemps, après des mois de recherche, mais je sais plus comment ça s'appelle, en français ça s'appelait T'es fou Jerry, et avec Jerry Lewis, un film à sketch que j'adore de Jerry Lewis et qui est introuvable. Et j'ai enfin trouvé sur un site Corsair, j'étais trop content. Jerry Lewis, j'aime énormément de films avec Jerry Lewis, surtout des vieux. Bon, celui-là c'est un peu l'exception, parce que il date des années 80, T'es fou Jerry. Mais les très 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 vieux Jerry Lewis, c'est merveilleux. Les premiers, c'est extraordinaire. Néanmoins, je préfère Louis de Funès. Louis de Funès, c'est le génie comique. Louis de Funès, à 6 ans, je pleurais de rire. À 54 ans, je pleure de rire. Voilà, tout est dit. Trop de talent. Mel Brooks ou Zaz? Zaz.
Niveau humour, j'aime bien Mel Brooks, mais Mel Brooks, il va me faire sourire. Les As, je peux en pleurer de rire. Scorsese ou Brian De Palma, j'adore les deux, c'est dur. Oh, je vais dire Brian De Palma parce que Body Double, Scarface, des chefs-d'œuvre. Mais bon, Scorsese, inutile de te dire que c'est pas les chefs-d'œuvre qui manquent, donc c'est compliqué. Mais bon, je choisirais quand même le cœur. Si je laisse parler mon cœur, c'est Brian De Palma. As-tu vu les premières images du concert de Sebastian Bach avec Twisted Sister? La voix est toujours là, mais j'aimerais le voir sur scène avec son dernier album solo qui est génial. Ouais, bah en Europe, de toute façon, on n'aura ni l'un ni l'autre. Toute sa tournée pour son album solo, c'est resté aux États-Unis. Et puis je crois que pour Twisted Sister, ça va être pareil. Alors non, j'ai pas regardé, j'ai pas vu du tout ce que ça donne, sachant que je suis pas très fan, même pas fan du tout de Twisted Sister, mais par curiosité, j'aurais pu aller voir, je l'ai pas fait. Après, cet album de Sebastian Bach, un des meilleurs, enfin même pas un des meilleurs, pour moi c'est le meilleur album de heavy metal tout court qui est sorti ces dernières années, alors easy. Team Joan Jett ou Lita Ford? Oh, Joan Jett, j'aime bien Lita Ford, j'ai des albums des deux, j'ai 2 albums de Lita Ford. Et alors Joan Jett, j'en ai au moins 4. Non, Joan Jett de dingue. Et voilà, c'est la dernière question reçue. J'espère que vous allez bien. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez vu le timer, vous serez peut-être un petit peu étonné de voir qu'il reste beaucoup de minutes pour un feuilletage de revue. Bref. Alors pour changer des feuilletages de revues un peu bidons, mais bon, on se marre bien, j'ai pensé en faire quelques-unes qui sont voilà plus quali. Qui prêtent forcément moins à faire des vannes et des trucs comme ça, mais bon, je pense pas que vous soyez tous là que pour ça. Et le plaisir des yeux et de feuilleter des choses magnifiques. Et un bon exemple, c'est le Télépoche de mars 92, le 30 mars 92, avec les programmes du 4 au 10 avril, où je pense il y a matière à se faire plaisir sur des choses vraiment quali, quoi. Le film magnifique, Patrick Bruel, en ce moment pas du tout dans la tourmente, avec Mathilde Amet. Alors s'était-il bien comporté avec Mathilde Amet? Ma foi, je n'en sais rien du tout, rien du tout. Ce que je sais par contre, c'est qu'avec TF1, chaque semaine, tu pouvais gagner 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. J'allais dire 100 000 euros, mais non, 100 000 francs. Avec Rire en poche. Et Rire en poche, bah, c'était à la fois le moyen de devenir très riche, 100 000 francs, je sais pas si tu te rends compte. Hein? Tu te rends compte? Non, pas vraiment. T'as pas l'air. Mais surtout de rire, j'imagine, on va voir, parce que moi j'ai aucun souvenir de ce que c'était. Donc Rire en poche. Alors, nous allons commencer immédiatement avec un petit mot de Serge. Serge Seba, c'était le rédac chef de... Qu'est-ce qu'on feuillait? Les poches. Alors je suis désolé, mais il fait extrêmement chaud. Et donc voilà. Donc je suis pas forcément au top de mes compétences. Déjà que quand je suis au top de mes compétences, c'est pas forcément impressionnant. Mais là, ça va être encore moins. Une petite page de pub pour de magnifiques bijoux. Et pour vous, oui, vous, là-bas, moins 20% de remise sur ces 3 chaînes, 45 cm en plaqué or. Alors, bon, c'est quand même un peu pour les filles, mais j'avoue que là, c'est tellement beau que même moi, je sais pas ce qui me retient de me commander un petit collier Véronique. 148 francs. Bah franchement ça fait envie, quoi, c'est quand même assez classe. Je pense que c'est tellement beau, on peut dire que c'est unisexe, surtout de nos jours, LGBTQFZ, plus, moins, voilà, ça passe crème. Donc un rôle de flic dans un thriller psychologique, une femme belle et troublante mariée à un trafiquant de drogue. Séduit par une subtile intrigue, Patrick Bruel et Mathilde Amet n'ont pas hésité à dire ouais à Michel Deville. Avec Jacques Dutronc, il forme un fascinant trio. Bah, il doit être content, Jacques Dutronc. Oui, il est vachement sur la couve. Hein. Et ça passait dimanche sur Antenne 2 à 20h50, puis à 22h25. J'imagine que c'était en 2 parties. Et là, on voit que Patrick fait une Tarantino, une petite Tarantino à Mathilde Amet. Voilà, je n'ai évidemment jamais vu ce film. Et ça va, je survis, quoi. Honnêtement, non, des fois c'est difficile, mais bon, ça peut aller. Télécoulisses, c'était vraiment génial pour te tenir au courant de toutes les news, quoi, les news de ouf, quoi. Par exemple, Smain, tu te souviens de Smain? Non? Bah non. Ah si, Smain, mais si, avec les baskets, les Converse rouges. Oh, putain, les gars, c'est le seul truc dont je me souvienne de Smain. Ces Converse rouges. Là, par contre, j'ai honte quand même. Hein. Pascal Sevran, ils seront les parrains de la Foire du Trône 92. Oh putain, ça devait être génial. Oh non, je suis dégoûté d'avoir raté ça. Vas-y, si, la Foire du Trône 92.
Alors, la Foire du Trône, à l'époque, faut que je te dise quand même que tu pouvais y aller sans risquer ta vie. Voilà, mais c'était parce que c'était 92, donc voilà, donc t'avais pas des bandes qui venaient tout défoncer, comme c'est devenu un peu une tradition. On peut dire que c'est un peu une tradition à la Foire du Trône. Hein. À plein tube, fan des années 60-69, je ne comprends rien ce que c'est, à part une collection de CD totalement pourraves. En cadeau, un t-shirt magnifique. Il va falloir accélérer, monsieur Lafitte, parce que on n'en est même pas au programme et ça fait déjà longtemps que nous avons commencé le feuilletage. Carnet de stars, bon, je pense que là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À part Whitney Houston, d'ailleurs, je ne reconnais personne, ce qui est très rassurant. Maurice René le magnifique, je ne sais pas qui c'est, et je pense que c'est pas très grave. Hook, je me suis fait engueuler il y a pas très longtemps parce que j'ai dit que Hook, c'était pas trop ma tasse de thé, en JDV. Bon, là, il y avait 3 étoiles, ça sortait, donc hein, j'imagine, cinéma, voilà, donc ça sortait en mars 92. Je me souvenais plus du tout. Qui a dit que la fourmi n'est pas prêteuse? Magnifique slogan pour Volkswagen. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Ça c'était non, ça c'était la croche, pardon, et le slogan c'est ce que je viens de lire. Mais réveille-toi, ou rendors-toi peut-être. Carrefour, des super articles. Visiblement c'était Roland. Bah non, Roland Garros c'était pas en mars. Pourquoi ils nous foutent des trucs de balles de tennis et de raquettes de tennis et je ne sais pas. Et je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que le téléviseur Toshiba coûtait 4970 francs. Et il faisait 70 cm de diamètre pour l'écran, hein, bien évidemment. Il était équipé de 4 haut-parleurs en façade, affichage des fonctions à l'écran, arrêt programmable, compatible réseau câblé, 2 prises Péritel en entrée, super VHS, garantie 2 ans. Voilà, écoute. Mickey Rourke ne manque pas de souffle. Aujourd'hui, malheureusement, si. Mickey Rourke n'en est pas à son premier coup d'éclat. Après les studios, le ring, l'enfant terrible d'Hollywood préfère aujourd'hui la boxe aux Sunlights. Interviewé par Michel Denisot, il se livre à cœur ouvert, plus en forme que jamais, mercredi sur Canal+, en clair. Ah putain, je sais pas si vous avez vu les dernières photos de Mickey Rourke où il a même pas eu la force d'enfiler une perruque. Ça fait vraiment de la peine. Ça va pas fort. En tout cas, bienvenue au club Hachette Vidéo de Casa Vidéo pour 99 francs seulement. Oh, alors là, j'avoue, waouh, parce que souvent c'était genre 100 francs, tu vois, tu sais, les deux. C'est abusé quoi. Mais alors là, 99 francs au lieu de 100 francs, hein, putain, moi j'aurais foncé dessus. Hein. Bourvil et De Funès au sommet de leur art. Le Cornio, la Grande Vadrouille. Voilà, je fais le malin, mais la Grande Vadrouille, mais quel chef-d'œuvre. Bref. Gorbatchev, confidence d'un président à la retraite. Le pays crie et hurle, et Gorbatchev, celui qui en 6 ans a inversé le cours de l'histoire, parle. Tantôt en duo avec son épouse Raissa, tantôt seul face à la caméra. Un reportage intimiste sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Non, de toute fonction, pardon. J'espère que vous avez beaucoup aimé mon imitation de l'entraîneur de Ivan Drago. Voilà. Et il ferait pas si chaud, j'aurais pas fait cette imitation de merde, par exemple, tu vois. Tous ces cadeaux sont pour toi. Viens vite me rejoindre dans mon club. Attends, c'est quoi? Ma maman m'inscrit au club Barbie. Oh là là, c'est tellement malaisant. Voilà, petit peu pour Canterbro, voilà, parce que Maître Canter fait chanter la bière. Je sais pas si c'était encore le slogan à l'époque. J'ai pas l'impression d'ailleurs, c'est pas marqué. Bref. La bière a trouvé son maître. Ok. C'est un petit pub un peu BDSM. Dominique Montcororgé, Gabin, mon mari. Voilà. On va s'arrêter là. Ah oui, si. Oh, Playmobil, magnifique publicité. Et le monde tient dans la main. Le monde de l'imagination. Ça fait 2 fois monde, là, ça ne va pas du tout. Là, en tant qu'ex-pubeux, déjà, je ne valide absolument pas cette pub. 3615 Playmobil. Ah putain, la grande époque du 3615. Aïe. Et alors là, on a des petits témoignages apparemment, je sais pas. Moi, jusqu'à 3 ans, je craquais complètement pour mes jeux Playmobil. Ok. Face à face avec Christophe Lambert. Aïe. Alors, je crois que je vous ai déjà dit, hein, j'ai jamais été sensible à Christophe Lambert, même à l'époque de sa gloire. Le plus américain de nos acteurs français revient en force sur nos écrans avec un rôle sur mesure dans un thriller captivant où sa femme Diane Lane et sa partenaire Télépoche a rencontré Christophe Lambert dans sa villa de Los Angeles. Est-ce qu'il a toujours sa villa de Los Angeles? Je sais pas. Je pense pas d'ailleurs en fait.
Mais je dis ça, j'en sais rien. Hein. Michel Lee, maintenant je passe à l'action. Mais qui... Putain, sa tête me dit quelque chose par contre. Mais je ne sais pas qui c'était. Attends, il n'y a pas marqué. Dimanche FR3, 20h. Ah, Côte Ouest, putain. Bah, pourtant, j'ai jamais regardé Côte Ouest de ma vie. Mais elle devait faire des couves de magazine parce que sa tête me dit quelque chose. Paul Naref sort du silence. C'est sûrement la raison pour laquelle je possède ce numéro de télépoche. Je vous rassure tout de suite. Alors, les gens qui peuvent pas saquer Paul Naref ne seront pas rassurés, mais les autres aussi. De retour à Paris, il vit en reclus dans un palace, une tour d'ivoire. Pour Michel Polnareff, un écrin pour le talent le plus pudique des chanteurs français. Mercredi sur M6 à 16h45, il y avait donc une spéciale Polnareff que j'ai sûrement regardé. C'était la grande époque de Kamasutra avec Goodbye Marilou, tout ça. Reconnaissez le... Ah, mais non, reconnaissez le rire et gagnez 100 000 francs. En fait, je crois qu'on allait se marrer, mais on va pas du tout se marrer. Faut juste qu'on reconnaisse un rire. Non, mais n'importe quoi. Dans l'émission Les Roucasseries. Voilà. Bon, bah, désolé les gars, on va pas trop se marrer du coup. Jouer avec le top du hit par téléphone. Hit Energy. Alors, numéro 1, c'était Ten Sharp avec You. Aucune idée de ce que c'est. Je me serais fait un plaisir de te la chantonner en mode pourri, mais non. Numéro 2, Michael Jackson avec Remember the Time. Bon, là par contre, c'est cool. Les Inconnus, 3ème avec C'est toi que je t'aime. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle me faisait rire cette chanson. Franchement, beaucoup. Bon, bref. Non, mais bon, Les Inconnus, c'était vraiment de l'or en barre. Queen avec Show Must Go On. Jean Leloup avec 1990. Je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas ce que c'est que cette chanson. George Michael et Elton John avec Don't Let the Sun Go Down on Me, j'imagine. Simply Red avec Stars. François Feldman avec Joy. Celle-là, je la connais pas de François Feldman, Joy. KLF avec Justify and Ancient. Tiens, je sais plus qui m'en avait parlé de KLF il y a pas très longtemps. Je vous avais ressorti mon magnifique album avec la Strain to Transcentral. C'était vraiment très très cool, hein, KLF. Garland Jeffreys, je ne sais pas ce que c'est. Rock Voisine, La Promesse, je me souviens pas. Shanice, je ne sais pas qui c'est. Michael Bolton, C'était ignoble. Genesis, I Can Dance, ah ça c'était fabuleux. J'ai voilà, l'exemple typique d'une chanson géniale, après que j'écoutais jamais, j'ai jamais acheté le disque et tout. Mais avec le recul, j'avoue que c'était excellent. Ah ouais, Army of Lovers avec Crucified, ça avait cartonné chez nous, mais de dingue. Nirvana, Smell Like Teen Spirit, U2, je saute des trucs, mais bon, voilà, il y a beaucoup de trucs, quoi. Le Roccadelle italienne d'Umberto Tozzi, et on n'est toujours pas au programme, les gars. En fait, t'as pas faire un JDV de 4 heures. Ah bah dis donc, il en avait des choses à dire. Non, pas du tout, il a juste fait le télépoche à la fin. Claude Sérillon, putain, j'avais oublié. Toute une époque, hein, vraiment. Pas facile de faire son mea culpa, mais on s'en fout. Je veux avancer au programme, s'il vous plaît, arrêtez. Les caméscopes, oh là là, qu'est-ce que ça nous faisait rêver, les caméscopes. C'était tellement cher. Moi, je rêvais de faire des vidéos pour me souvenir plus tard et tout, quand j'étais ado, machin. Mais voilà, 9000 francs, quoi. Oh, mais non, quoi. 8500 francs. C'était ultra cher. Mon père, il en avait acheté une à une... Ah non, mais non, même pas. C'était ça, c'était la boîte qu'il lui avait prêtée. Et il l'avait ramené à la maison, j'avais cru qu'il l'avait acheté. Et je me suis dit, oh trop bien, je vais pouvoir lui emprunter et tout machin. Et il m'a dit, ah non, t'y touches pas, c'est... je l'ai juste pour quelques jours. Bref. Enfin voilà. On va avancer un petit peu. Je ne sais pas, la clinique de la forêt noire, ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais regardé de ma vie. Voilà. Oh putain, on y est enfin. Alors, j'ai bien conscience que pour tous les moins de je ne sais quel âge, ça va pas dire grand chose. Mais voilà, bah, pour les autres, ça va être... Après, en même temps, ça fera peut-être marrer sur 2-3 trucs, mais on va essayer d'avancer, hein, les gars. Un pins James Bond, est-ce que ça te dit? Bah ouais, bah attends, c'est un pins réalisé en émail grand feu. C'est ouf. C'est de la super qualité. Et c'était 35 francs seulement le pins. Mais c'est ultra rush, quoi. Pour un pins, sérieux, c'est ultra rush. TF1, alors on avait... Oh putain, là voilà, ça commence. Je savais que ça allait me faire la grosse nostalgie de sa race. Parce que je l'ai pas feuilleté celui-là, je vous précise. Je l'ai juste feuilleté pour regarder les articles sur Polnareff à l'époque. Et ça remonte à pas mal de temps. Quand j'ai récupéré ça sur eBay, je crois. Et j'ai jamais feuilleté vraiment le truc. Donc là, aucun souvenir. Pour l'amour de Isk, une série que j'adorais, que j'adore toujours. Hein. J'ai même les coffrets DVD, mais il y a pas toutes les saisons. Je ne sais pas pourquoi, sûrement des problèmes de droit. Sébastien C'est fou, voilà, avec Bernard Tapie.
Paul Prébois. Ah non, mais rien que les invités, c'est ouf. Ah non, non, attends, je me méfie parce que Sébastien c'est fou, c'est pas le truc où il se déguisait. Ah non, invité de l'émission, ouais, voilà. Patrick Bruel, putain, il était partout. Jean-Luc Lahaye, Jean-Luc Lahaye et Patrick Bruel, putain, c'était la fête aux mecs qui ont des dossiers. Et c'était spécial, le mec qui ont des dossiers. Non, enfin, spécial mec qui auront des dossiers dans 40 ans. Voilà, on va pas trop non plus. Ah, la nuit des héros, putain, ça me dit quelque chose. La nuit des héros, c'était un truc avec des défis, je crois, un truc comme ça. Il me semble, hein, mais ceux qui se souviennent, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, on va avancer un petit peu, s'il vous plaît. Meurtre entre chien et loup, je ne sais pas ce que c'est. Attends, c'était quoi ça? Antoine, ah putain, amoureux de la terre. Oh putain, vous vous souvenez d'Antoine? Oh merde, aïe 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 aïe. Il avait pas fait une pub pour genre Atoll ou je sais pas quoi? Je sais plus. Voilà, qu'est-ce que je vois de rigolo? Bah absolument rien, figure-toi. Ah oui, il y avait un reportage d'une demi-heure. Putain, mais les programmes étaient vraiment étonnants. Parfois, regardez-moi ça. Ah, c'est sur Canal+, ok. À 4h30, un samedi, sur le tournage de Hook ou la revanche du Captain Crochet. Un documentaire. Ça durait une demi-heure. Après, t'avais les superstars du catch de 5h à 6h. De 5h à 18h, c'est le mec qui sait plus comment on décrit les heures, quoi. Aïe aïe aïe, Chimansky, ça me dit quelque chose, mais j'ai jamais regardé ma vie. Bah oui, série policière allemande, moi j'ai Vitesse, si tu veux. Ah, c'était la 5, c'était sur la 5, putain. À 10h25, deux flics à Miami. Et à 23h20, Freddy, le cauchemar de vos nuits. C'était la série Freddy. Putain. Ah oui, et c'était avec Robert Englund. Mais c'était quand même pas fifou. Moi, je me souviens que j'en avais en VHS. Et notamment le make-up. Le make-up était pas fifou. Et surtout, c'était drôle. Enfin, c'était vraiment axé ultra comédie, fun, ado. Enfin, c'était... on n'était plus du tout dans le truc d'horreur, c'était bien dommage. Voilà, on va un tout petit peu accélérer. Colombo, dimanche à 3h15, incroyable. Et avant, t'avais Rick Hunter, et avant, t'avais Hooker. Oh là là, cet accent incroyable, on aurait juré qu'un Américain venait d'entrer dans mon bureau pour dire « Attends, laisse-moi faire. Hooker ». Les 3 jours du Condor, chef-d'œuvre, bien évidemment. Les musclés, avec le nouveau 45 tours, le rap des musclés, je n'ai aucun souvenir de ce que c'était et quelle chance j'ai, hein, honnêtement. T'avais aussi la VHS, l'album en vidéo, le CD, la cassette, putain, mais quelle pochette d'album extraordinaire. Aïe 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 aïe. Alors, avancer un tout petit peu, le plus grand chapiteau du monde, ça me dit quelque chose, mais sans plus. Le divan, ah ouais, ça aussi, ça me dit quelque chose. Le divan, putain, mais j'ai... Attends, non, le divan, ça durait 25 minutes. C'est bizarre. De ma mémoire, ça a duré genre 1 heure. C'était peut-être le ressenti, 1 heure. Mais en fait, ça durait... Ouh, les seins de glace avec Alain Delon et Mireille Darc. Et Claude Brasseur, oh, putain, non, Claude Brasseur, en plus, il est incroyable fucking là-dedans. Rediffusion de Tarzan, la série américaine. Moi, je me souviens surtout du dessin animé des années 80, mais la série, pas trop, j'avoue. Culture pub, oh putain. Il faut arrêter de dire putain, hein. Des fois qu'il y a quelqu'un qui regarde avec son fils de 10 ans. Spécial Michel Sardou, Star 90. Alors moi, à cette époque-là, Michel Sardou, j'étais déjà passé à autre chose, hein. C'est le moment où, je sais pas, non, j'y accrochais plus du tout. Mais bon, alors par contre il continuait de triompher de ouf, hein. Voilà, là il raconte voilà, tous les Bercy complets, machin. Avançons, la 6e nuit des Molières. Est-ce que ça existe encore, la nuit des Molières? J'en entends jamais parler. En même temps, ça va faire 10 ans que j'ai plus de télé, donc je sais pas. Mais même sur les réseaux, en tout cas, je peux pas dire qu'il y a des... Genre des retours sur X, c'est putain les gars, vous avez vu les résultats de la nuit des Molières? Ah, c'est incroyable. C'est machin dans la pièce truc bidule qui a eu. Non mais c'est dingue. Moi j'étais vraiment pas d'accord. Hein. Moi j'aurais pensé que ce serait. Mais ta gueule en fait. Ta vanne n'est pas drôle. Pourquoi tu t'acharnes? L'insoutenable légèreté de l'être. Portrait craché d'une famille modèle. Deux flics à Miami avec une magnifique photo. Chérie, fais-moi peur. Putain, les deux font la loi. Inspecteur Derrick. Est-ce que aujourd'hui à la télé il y a encore beaucoup de rediff de vieilles séries? J'en sais rien du tout, tellement ça fait longtemps. Oh Manix, j'adorais. Eh ouais, j'adore. Oh, les enquêtes de Mixton Steel, alors ça j'adorais de ouf. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec le pote Fred des Toiles et des Poils. C'était vraiment très très bien.
Ouh, vol au-dessus d'un nid de coucou. Putain, mais en fait, il y a quand même beaucoup de trucs extrêmement cool. Roadhouse, non mais sans déconner. Elle était riche cette semaine en trucs cool. Flipper le dauphin. Non mais non. Flipper le dauphin, me souviens pas. Enfin maintenant ça me dit quelque chose. Club Dorothée, de 3h15 à 5h20. Premier baiser, ouïe ouïe ouïe. Ah, je me souviens du générique, parce qu'évidemment je regardais jamais, mais je me souviens du générique. Que je vais pas te chanter. Non, non, n'insiste pas. Je pourrais pourtant, je me souviens très bien. Oh, les fous du volant, c'était ultra cool. Hanna-Barbera, bah ouais, évidemment. Oh là là, c'était trop bien ça. Avec Scooby-Doo, du coup, évidemment. Marche du siècle, je regardais jamais, évidemment. Une arnaque en béton. Avec Robert Loggia, Kyle MacLachlan. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais c'est tout. On arrive à jeudi. Ne vous endormez pas. Ah, Pierce Brosnan. Trop cool. Voilà. Et le 1er avril. Ah bah voilà, le 1er avril, ça sortait en fait. Hook. Et cette affiche. Affichante. Affichée. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Les deux font la loi. Bah voilà. Seul face au crime. Ça me dit rien du tout. Le piège, putain. Mais il y avait vraiment des trucs cool, hein. Je sais pas si c'est toujours le cas. Est-ce que chaque semaine, sur les chaînes traditionnelles, tout ça la une, putain, il y a des films cool à chaque fois. T'as là ça, putain, je regardais jamais. Alors ça, je peux te dire, alors ça, vraiment jamais, mais jamais, jamais. L'Assassin avait un double, téléfilm américain de 1986 que je n'ai pas vu, je pense. On approche de la fin, les amis. Je vous félicite d'avoir survécu. Surprenant témoignage de Madame Suzanne L, jeune mère de famille. Sunny Light m'a fait maigrir de 9 kilos par semaine, sans faire de gymnastique ni de régime, en allant au McDonald's chaque midi. Non, là j'exagère. Mais on se foutait pas un peu de la gueule du monde là quand même. 9 kilos par semaine, personnellement, si t'y arrives, je te fais hospitaliser. Oh là, c'était que des trucs d'escrocs, c'est horrible. Acceptez que je vous aide à résoudre vos 3 problèmes les plus urgents gratuitement. Oui, bien sûr, je sens. Alors, je sens que ça va être totalement gratos. Ouais. Si, tout à fait. Ah là 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 là. Comment mieux maîtriser votre destin? Apprenez à saisir votre chance. Connaissez-vous? Ah non. Connaissez la clé de vos forces, de vos limites et de vos aspirations pour ne plus subir, mais diriger votre vie. Oh là là, mais ça aurait dû être interdit, les pubs comme ça dans Télépoche. L'horoscope de Didier Derlich. Oh, Didier Derlich. Encore un mec dont j'avais oublié l'existence. Oh là 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 là. Oh, le gros flashbook dans la flashbook dans la gueule. Et attends, alors, voyons voir ce que ça me disait pour moi à l'époque. En 92. Intéressez-vous aux autres, cœur. Pensez sérieusement à un engagement ferme et durable. Dimanche. Des engagements oraux seront suffisants. Samedi. Santé, nécessité pour l'équilibre. Dormir. Côté travail, un peu d'élasticité dans votre emploi du temps, s'il vous plaît, avec un point d'exclamation. Comme votre activité sera en dents de scie, vous serez bien inspiré en mettant à profit les périodes les plus favorables pour prendre un peu d'avance dans votre travail quotidien. Oh, ça me déprime. Heureusement que j'ai jamais cru, que ça m'a jamais intéressé, que j'ai jamais lu de ma vie. Parce que moi je disais ça, mais non, mais déjà j'étais stressé. Je me disais, bon putain, bon alors, il faudra penser sérieusement à un engagement ferme et durable dimanche. Ouais, ça c'est dimanche. Mais alors attends, parce que samedi, n'oublie pas de noter, samedi, des engagements oraux seront suffisants. Bon alors, nécessité pour l'équilibre, va falloir quand même que tu te décides à dormir. Hein. Ouais, carrément. Et ça m'aurait rendu taré. Le Média Médium, la voyance à votre service. Didier Derlich sur RTL à 14h. Posez votre question. Élie Dieudonné. Oh putain, ce qu'ils étaient jeunes, sa race. Oh putain. Mais non, mais lui, on dirait qu'il a 13 ans. Sérieusement, un détournement de mineur. Oh la vache. Bref. Oh, les inconnus, c'est toi que je t'aime. Avec, j'imagine, les textes, non, c'est ça? Ah oui, voilà. Oh putain, j'ai très envie de vous la chanter, hein, mais je vais me retenir. Les textes étaient vraiment très très cons.
3 clés du trésor chaque semaine, trouve les 3 clés et gagne de superbes cadeaux cachés dans le coffre. Avec Dorothée, télépoche. Ah putain. Des super jeux. Ah, c'est des super jeux ça quand même. Bah si, c'est des super jeux. Oula, les Cheerios miel amande de chez Nestlé. Oh, putain, le packaging a un peu changé. Il faut dire qu'à l'époque c'était nouveau. Et alors les Shokels de Nestlé, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Enfin, moi j'en ai même pas souvenir. Hein, donc ça a dû faire un four très très vite. Voilà. Et avec le commandant Cousteau, tu apprends à connaître et tu apprends à connaître. Voilà, il est temps que ça se termine. Tu apprends à connaître, aimer et protéger. L'orque et polar. Le géant de la gaffe, un pigeon sans plume. T'avais des petits extraits de bande dessinée Gaston Lagaffe, trop cool. Et voilà, et on va s'arrêter là. Je n'ai jamais fait un feuilletage aussi long de ma vie. 25 minutes, je l'ai au compteur. Là. Mais qui va regarder ça jusqu'au bout? N'hésitez pas à me le dire, hein, si jamais vous l'avez fait. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue, parce que là, finalement, quand même, les télépoches, est-ce que c'est pas un truc qu'il faut que je m'interdise niveau feuilletage?